Ces balises d'intersection m'annoncent une priorité à droite. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors les balises d'intersection, avec l'anneau rouge, on les trouve surtout en campagne, un peu en agglomération des fois, mais c'est plus rare, surtout en campagne. C'est pour pouvoir détecter au loin qu'il y a une route qui arrive sur le côté. Mais ça ne nous donne en aucun cas la règle de priorité de passage. Après, c'est à nous d'observer. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le panneau céder le passage à l'envers, ainsi que le marquage au sol. La preuve que ça ne nous annonce pas toujours une priorité à droite. Donc, on ne connaît pas la règle de priorité de passage. Réponse B. Je respecte la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me placer dans cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on revient en arrière, on peut voir qu'il y avait un panneau limitation de vitesse de 70 km/h. Maintenant, on revient au moment où on nous pose la question. Et là, si vous regardez l'encadré jaune, on peut voir qu'on est à 74 km/h. Donc, on dépasse la limitation de vitesse qui était de 70 km/h. Est-ce que je dois me placer dans cette voie? Alors, si on revient un peu en arrière, là, vous pouvez voir qu'en fait, c'est une voie d'insertion. Les gens arrivent de la droite. Cette voie-là n'est pas une voie de circulation normale, c'est juste une voie d'insertion. Donc, je reste dans cette voie-là. Du coup, est-ce que je respecte la limitation de vitesse? Non, réponse B, parce que je suis 4 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Est-ce que je dois me placer dans cette voie? Non, réponse D, je dois rester dans la voie où je suis actuellement. À cette intersection, je bénéficie de la priorité de passage. Vraie réponse A, faux réponse B. Donc, pour connaître la règle de priorité de passage, il suffit de regarder s'il y a des panneaux ou des marquages au sol. Et là, on voit rien. Pas de panneau, pas de marquage au sol qui me dit stop ou céder le passage. Donc, c'est bien une priorité à droite. Donc, à cette intersection, est-ce que je bénéficie de la priorité de passage? Non, puisque je dois laisser passer ceux de droite. Donc, c'était réponse B. Cette voiture me fait des appels lumineux. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, souvent, quand les gens font des appels lumineux, c'est soit pour prévenir qu'il y aura la police ou la gendarmerie plus loin, même s'ils ne sont pas censés le faire, mais c'est comme ça. Bon, là, on regarde notre limitation de vitesse, vous voyez qu'on est à 79 km/h. Ici, on doit rouler à 80 km/h parce que nous sommes en campagne. Donc, je respecte ma limitation de vitesse. Donc, je pourrais me dire que je n'ai pas à ralentir. Mais peut-être qu'il me fait un appel de phare pour me dire qu'il y a peut-être un accident ou un danger un peu plus loin, on ne sait pas, ou un obstacle qui se trouve sur la route. Donc, par sécurité, comme je ne sais pas ce qu'il voulait me dire, je vais ralentir. Réponse A. Je bénéficie de la priorité de passage. Vraie réponse A. Faux réponse B.
Là, il suffit de regarder ce panneau-là. Donc, c'est un panneau d'interdiction. Dans notre sens de circulation, la flèche est rouge. Je ne suis pas prioritaire puisque j'ai la flèche rouge. C'était réponse B. La signalisation m'informe de la présence d'un passage piéton. Réponse A. De la présence d'une intersection. Réponse B. D'une obligation de tourner à droite. Réponse C. D'un contournement obligatoire par la droite. Réponse D. Vous voyez, dans ce genre de questions, vous avez intérêt à regarder si on vous dit une réponse ou plusieurs réponses. Donc là, en l'occurrence, c'est plusieurs réponses. Donc il va falloir que vous cherchiez plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce qu'il va y avoir un passage piéton. D'ailleurs, on le voit bien ici. Ensuite, on voit en effet des balises d'intersection. Il y en a une ici et on voit aussi qu'il y a une intersection qui est ici. Donc je vous rappelle, on ne connaît pas la règle de priorité de passage, mais on sait qu'il y a une rue qui vient de la droite et une autre qui vient de la gauche. Ensuite, là, vous avez ce panneau-là. Et ce panneau-là, c'est une obligation de contourner par la droite. Quand il y avait le zoom tout à l'heure, on devinait qu'il y avait un terre-plein ici. Et donc, pour ne pas se retrouver en contresens de circulation, on sait qu'on doit passer à droite de ce panneau-là, donc à droite de ce terre-plein. Mais c'est pas une obligation de tourner à droite. L'obligation de tourner à droite, elle est comme ce panneau-là. Vous voyez, la flèche, elle est horizontale. Là, quand la flèche est vers le bas, c'est un contournement. Donc, c'était réponse A, B et D. Dans ce véhicule de 7 places, je peux transporter jusqu'à 6 passagers. Réponse A. 7 passagers. Réponse B. Donc, quand vous avez sur la carte grise le nombre de places, en fait, c'est le nombre de personnes qu'on autorise dans la voiture. Donc, le nombre de personnes, ça comprend quoi? Le conducteur, mais aussi ses passagers. Donc, forcément, il y a le conducteur à enlever dans les 7 places. Donc, j'ai le droit à 6 passagers. Réponse A. Cette voiture a le droit de s'arrêter à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle gêne le conducteur de bus et le met en retard. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, rappel aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, d'ailleurs bienvenue à vous, que sur les nouvelles questions du code de la route, hein, qui sont aussi pour 2024, avec la réforme, il y a de nouvelles choses qui sont arrivées, comme par exemple ça. Donc, ce sont des points de vue différents. Donc, vous pouvez avoir le vélo, le cycliste, la trottinette, la moto. Enfin bref, vous avez plein de points de vue différents. Donc là, c'est le cas en l'occurrence. Alors là, en fait, c'est un bus, hein, on vous le dit dans la question, et on voit les zébras jaunes. Donc c'est un arrêt de bus. On confirme aussi, on le voit aussi avec ce panneau-là, avec les horaires. Et on voit sur cet arrêt de bus et la voie qui est réservée un peu plus loin, qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée dessus pour, on suppose, déposer un passager ou prendre un passager, et elle n'a pas le droit de le faire. Et pourquoi elle n'a pas le droit? Parce qu'elle va justement gêner le conducteur de bus qui ne peut plus s'arrêter correctement à son arrêt, et elle va mettre en retard le chauffeur de bus aussi. Donc, c'était réponse B et C. Pour tourner à gauche, je me place dans la voie A, B, donc là, on n'a pas de panneau qui nous dit sens unique. Et puis pareil, on voit pas de panneau, de poteau à l'envers, hein, des panneaux qui seraient ronds et qui nous diraient sens interdit. Il n'y a rien. Donc, comme il n'y a aucune signalisation, ici on est en double sens de circulation, donc quelqu'un peut venir en face.
Donc, pour tourner à gauche, je dois rester dans la voie B, réponse B. Je peux stationner juste derrière ce véhicule blanc. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Donc, on peut voir que ce véhicule blanc est garé sur une place de livraison. Et c'est bien confirmé que c'est interdit de stationner, sauf pour la livraison. Donc nous n'avons pas le droit de stationner ici. Donc je ne peux pas me mettre juste derrière ce véhicule blanc parce que je serai sur la place de livraison. Réponse B. J'ai terminé mon dépassement, je peux me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit un marquage au sol ici, c'est la ligne de dissuasion de sortie. C'est-à-dire que là, vous avez vu, nous sommes sur un axe rapide, nous ne sommes pas sur l'autoroute puisque les panneaux, là, ne sont pas bleus, hein, mais nous sommes sur un axe rapide. Les pointillés sont resserrés, donc c'était égal à une ligne de dissuasion de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le droit de dépasser à ce niveau-là, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, on n'a pas le droit de se rabattre pour sortir directement. On peut se rabattre parce qu'on a fini un dépassement et continuer toujours sur l'axe rapide, mais on ne peut pas passer brutalement de la voie de gauche à la sortie, ça c'est interdit. Ce qui n'est pas mon cas, je ne prends pas la sortie, j'ai juste terminé mon dépassement. Donc dans ce cas-là, j'ai le droit de franchir la ligne de dissuasion. C'était un petit piège ça. Donc la réponse c'était A, je peux me rabattre. J'allume les feux de détresse dans la situation numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D. On allume nos feux de détresse quand on a un problème mécanique ou quand il y a un fort ralentissement vers l'avant. Ici, c'est le cas. Vous avez vu, il y a la chaussée qui est complètement encombrée avec des forts ralentissements. On voit les véhicules qui freinent un petit peu partout. Donc là, il faut allumer les feux de détresse. À une condition, c'est dans ce cas-là que je sois le dernier de la file. Alors j'observe dans les rétroviseurs. Et là, on constate que dans la situation numéro 1, je ne suis pas le dernier de la file. Donc les gens ont déjà la même allure que moi. Ils sont déjà au courant qu'il y a un ralentissement. Donc les feux de détresse ne sont plus nécessaires. Ici, oui, je suis le dernier de la file, donc je cache la visibilité vers l'avant. Ils peuvent être surpris par le changement d'allure brutal. Donc je dois mettre mes feux de détresse dans la situation numéro 2. Donc dans la situation numéro 1, non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C. Quel est le meilleur comportement? Je reste dans cette voie, réponse A. Je change de voie, réponse B. Alors, il y a un véhicule qui est dans une voie d'insertion, d'accord? Donc, elle va accélérer pour pouvoir s'insérer. L'idéal, ça serait pouvoir lui faciliter le passage, par courtoisie, on est bien d'accord. Donc, de pouvoir s'écarter. Mais là, le problème, c'est que on est en double sens de circulation. Vous avez une bande blanche ici, pour vous séparer de l'axe en face. Donc on voit même le panneau qui est à l'envers, là, hein, c'est un indice supplémentaire. Donc on est en double sens de circulation, ce qui veut dire que je peux vraiment pas m'écarter pour le laisser s'insérer. Donc là, je reste dans cette voie. Réponse A. Circulant à 100 km/h, mon angle de vision est de 30 degrés, réponse A, 45 degrés,
réponse B. 75 degrés, réponse C. 100 degrés, réponse D. Donc, lorsque je circule à 100 km/h, mon angle de vision, lui, est de 45 degrés. Et quand je suis à 130 km/h, donc encore plus vite, là, ça va diminuer carrément à 30 degrés. Ça, c'est des chiffres à apprendre, hein. Vous devez apprendre vos angles de vision quand vous êtes à chaque limitation de vitesse, c'est-à-dire à 50 km/h, à 80 km/h, à 90 km/h, à 100 km/h, à 110 et à 130. Apprenez-les par cœur, parce que je sais qu'on m'a posé la question des fois, dans les petites questions, dans les commentaires en dessous des vidéos YouTube. Là, il faut les apprendre à chaque limitation de vitesse, comme ça vous serez tranquille. Donc là, à 100 km/h, mon angle de vision est à 45 degrés. Réponse B. La pollution est constituée de gaz carbonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. De particules métalliques? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, toutes les voitures polluent, mais pas de la même manière. Les petites cylindrées polluent un petit peu moins que les gros cylindrées. Et qu'est-ce qu'elles projettent? Eh ben, elles émettent du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, mais aussi, il y aura aussi des particules, des petites particules métalliques. Donc, c'est réponse A et C. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc dans une zone de rencontre, sauf s'il y a un autre panneau qui nous l'interdit, mais tout type de véhicules peuvent circuler. Alors à quoi sert cette zone de rencontre? On laisse la priorité aux piétons, aux cyclistes, à tous les usagers fragiles. Donc on peut rencontrer des piétons qui ne sont pas obligés d'utiliser le trottoir, et on peut rencontrer aussi des cyclistes qui circulent à contresens de circulation. C'est à moi d'être plus vigilant en voiture envers eux. C'est pourquoi la limitation de vitesse, elle est limitée à 20 km/h. Donc, dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. La limitation de vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse C. Le GPS participe à l'éco-conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le GPS, lui, il permet quoi? De prévoir à l'avance son trajet, d'accord? On peut même sélectionner le trajet, vous savez, le plus adapté en fonction du trafic aussi, par exemple. Et il est même possible sur les GPS de choisir une option pour avoir un trajet plus économique. Donc en fonction des trafics et des types de routes. Et puis, même s'il peut quand même nous perturber un petit peu notre attention quand on regarde sur l'écran, ceci dit, il nous aide dans notre trajet. Donc on sait à l'avance où on va aller. Donc on va éviter des freinages inutiles. On va éviter des accélérations inutiles si on sait que dans 200 mètres, il faudra par exemple tourner. Donc il participe quand même à l'éco-conduite. Donc réponse A. Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Le jour? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La nuit? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
de jour comme de nuit, hein, je peux être verbalisée si ma voiture fait trop de bruit. Pour n'importe quelle raison, hein. Échappement défectueux, ou un échappement qui répond pas aux normes aussi, hein. Il y en a qui s'amusent à mettre des échappements qui font plus de bruit. Même s'il est homologué et qui fait trop de bruit, ça ne passera pas. Donc réponse A, C. Je dois faciliter l'insertion de cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois faciliter l'insertion de cette voiture-là? Est-ce que je dois lui laisser le passage? Non. N'oubliez pas, hein, je remplace ce mot-là, là. Je dois par je suis obligé de. Elle n'est pas prioritaire, elle est sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc vous avez vu, hein, elle a mis son clignotant à gauche, mais je n'ai pas à la laisser passer, je n'ai pas d'obligation par rapport à ça. Ensuite, est-ce que je change de voie? Oui. Vous vous rappelez, on avait vu dans les vidéos précédentes aussi, dans les tests précédents, donc là ça fait une petite révision pour vous, c'est le fameux corridor de sécurité. À partir du moment où j'ai un véhicule qui circule très lentement sur la droite comme ça, ou qui est arrêté, c'est le cas, je dois, moi, m'écarter si c'est possible. Soit le long des pointillés parce que on me dépasse et que c'est pas possible, soit si je peux changer de voie, je change de voie. Là, personne ne me dépasse, donc en effet, je peux ici carrément m'écarter et changer de voie. Donc c'est la fameuse règle du corridor de sécurité. Donc, si vous l'avez pas vu, refaites les séries précédentes. D'ailleurs, je vous incite à refaire toutes les séries que je vous propose. N'ayez pas peur de les faire toutes, celles qui ne seront pas un jour, si un jour la réglementation change, je les enlève, ces questions-là, d'accord? Donc j'enlèverai les séries qui ne sont plus à jour. Donc vous pouvez toutes les faire, il n'y a aucun problème. Il suffit donc d'aller sur ma page YouTube, et puis vous avez accès à toutes les vidéos que je propose, d'accord? N'hésitez pas à toutes les faire. Donc là, est-ce que je dois faciliter? Non. Réponse B. Est-ce que je change de voie? Oui. Réponse C. Alerter les secours, c'est préciser. Le lieu de l'accident? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le nombre de victimes? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il est bien en effet de préciser le lieu de l'accident, si c'est une nationale ou une départementale, s'il y a plusieurs voies ou pas, par exemple, le sens de circulation aussi peut être important. Ensuite, par rapport aux victimes, c'est bien de faire le tour de l'ensemble des véhicules accidentés, de tous les véhicules, pour faire le point. Quand vous allez appeler, on va vous demander le nombre de victimes. C'est important, S'il n'y a qu'une victime ou s'il y a 15 victimes, il ne faudra pas le même nombre de véhicules pour intervenir. Donc une fois que vous avez pris toutes ces informations-là, vous pouvez donc alerter les secours. Donc vous avez vu, le nombre de victimes fait partie des choses à donner en information. Donc là, c'était réponse A et C. Nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc si vous avez du mal avec les stationnements, revoyez la vidéo que j'ai faite exprès pour vous, donc ça vous aidera beaucoup sur les stationnements, surtout sur les pairs et impairs. Quand vous avez les deux dates sur un même panneau, c'est une histoire de stationnement alterné, donc c'est une histoire de quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15, et le 16 et le 31, savoir de quel côté je stationne. Alors quand la date, vous êtes entre le 1 et le 15, par exemple, je suis le 3 du mois, donc le 3, c'est bien la première quinzaine. Vous avez le droit de stationner du côté impair des maisons. Ok, c'est le petit moyen pour retenir ça.
Je vais assez vite parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, regardez-les. Si je suis entre le 16 et le 31, donc comme là, le 16, hein, le 16 là, ce chiffre-là, c'est un chiffre pair. Donc j'ai le droit du côté pair des maisons. Ok? Donc nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Non, c'était du côté pair. Question 38. Lors du remplissage du réservoir d'essence de mon véhicule, je coupe le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éteins ma cigarette. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il est absolument nécessaire vraiment de respecter toutes les précautions de sécurité quand vous remplissez votre réservoir d'essence. Il faut absolument couper le moteur et ne pas fumer quand vous êtes à proximité du pistolet, parce qu'il y a des émanations et il pourrait y avoir des risques d'explosion. Donc là, c'était réponse A et C. Avant de passer à la question 39, si vous avez besoin d'astuces pour progresser rapidement, je vous ai fait une petite formation gratuite et vous pouvez en profiter, il suffit juste de vous inscrire, vous y laissez votre prénom, votre adresse mail et vous aurez un lien sur une formation gratuite où je vous donne des astuces pour pouvoir progresser efficacement, c'est-à-dire vite et bien, et des astuces pour pouvoir retenir plus facilement aussi les choses. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à cette formation, ça vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement et de rester motivé aussi, ça c'est très important. Avant de sortir du véhicule, je contrôle le rétroviseur intérieur, oui, réponse A, non, réponse B, extérieur, oui, réponse C, non, réponse D. Alors souvent vous mettez que l'extérieur est important, des fois vous avez tendance à oublier l'intérieur. C'est important aussi, hein. Je vous explique pourquoi. Allez, vous êtes sur la route, là, hop, vous êtes stationné ici, ok. Et puis il peut y avoir une intersection là, voilà. Alors, si vous regardez uniquement le rétroviseur, vous allez avoir une vision là, ici, sur ce qui se passe. Mais s'il y a une voiture qui est là, et qui a déjà mis son clignotant et qui commence à vouloir quitter son stationnement. Si vous ne regardez que le rétroviseur, vous ne verrez pas la voiture qui a l'intention de se déporter aussi. Pareil, s'il y a une voiture qui vient d'ici, là, et qui tourne pour s'engager, est-ce que vous la verrez dans le rétro gauche? Non, vous la verrez pas. D'accord? Donc pensez aussi que le rétro intérieur est important aussi. Donc rétro intérieur et extérieur. C'était réponse A et C. Pour être en règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux visibles, oui, réponse C, non, réponse D. Vous devez absolument voir la plaque d'immatriculation visible ici et les feux à l'arrière visibles. C'est pour éviter tout risque d'accident, hein, de surprendre celui qui est derrière, parce qu'il risque de ne pas voir, par exemple, que vous allez freiner ou que vous avez mis votre clignotant pour tourner. Donc si vous avez mis à l'arrière cache la visibilité sur tout ça, il va falloir rajouter tout le nécessaire sur votre chargement de manière à ce que ce soit bien visible. Ça, c'est obligatoire. Donc, pour être en règle, est-ce qu'il faut laisser la plaque visible? Oui, parce qu'elle doit toujours être vue par les forces de l'ordre. Ensuite, pour les feux, il doit toujours être visible pour des raisons de sécurité. Donc là, c'était réponse A et C. Les cyclistes peuvent circuler en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce sens. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater un marquage au sol avec, vous avez vu, des pointillés qui sont assez larges comme ça. Donc ça veut dire que ce sont des voies réservées. Il y a 2 voies réservées ici. Il y a une voie réservée pour ces cyclistes-là qui vont dans ce sens de circulation, c'est-à-dire comme moi. Et il y a une voie réservée pour les cyclistes qui viennent d'en face et qui seront en contresens par rapport à moi, c'est-à-dire qui remontent la rue en sens unique, qui est pour moi en sens unique, d'accord? Donc là, ils peuvent bien circuler dans les 2 sens de circulation. Donc c'était réponse A et C. Cette conductrice a une bonne position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour être bien installé au poste de conduite, il ne faut pas avoir les jambes trop tendues, ni trop pliées, ni les bras tendus, ni trop pliés non plus. Donc ils doivent être légèrement fléchis comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Les bras sont vraiment tendus. Vous avez vu d'ailleurs, la paume de main ne touche même pas le volant, n'arrive même pas à accrocher le volant correctement. Donc là, le dossier est vraiment trop incliné vers l'arrière. Il faudrait redresser le dossier pour pouvoir quand même avoir une position correcte au niveau des bras et de pouvoir tenir correctement le volant. Donc là, c'était réponse B. Les voitures possèdent obligatoirement une roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie régulièrement la pression de cette roue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, vous devez faire attention au mot obligatoirement. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une roue de secours dans votre véhicule? Non, la roue de secours n'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé, bien évidemment, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez même avoir une bombe anti-crevaison en remplacement. Je vous conseille pas non plus, hein. L'idéal, c'est une roue de secours. Alors, est-ce que je vérifie régulièrement la pression de cette roue? Oui, vous avez besoin justement de remplacer votre pneu crevé et que ce pneu-là, de roue de secours, est dégonflé. Je vois pas l'intérêt d'avoir un pneu qui n'est pas en état de rouler. Ça ne vous avancera à rien. Il faut vérifier régulièrement parce que même si ce pneu ne roule pas, il subit les variations de température et puis un pneu c'est pas tout à fait imperméable, il y a quand même un peu d'air qui passe et donc il y a une perte d'air. Donc il faut régulièrement vérifier ce pneu-là en même temps que les autres finalement. Donc réponse B et C. Pour faire descendre un passager, je m'arrête immédiatement. Sur le trottoir? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le long du trottoir? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, nous sommes en agglomération. Et la règle en agglomération, elle nous dit que c'est interdit de stationner sur les trottoirs, sauf si on a un panneau ou un marquage au sol qui nous l'autorise. Là, c'est pas le cas, donc je n'ai pas le droit d'utiliser le trottoir. Est-ce que je peux stationner le long du trottoir? Normalement, c'est ce qui se passe en agglomération. On peut stationner le long d'un trottoir, sauf à proximité d'un virage, d'une intersection. Il y en a plein d'autres. À vous de chercher sur votre livre de code si vous ne savez pas toutes les conditions. Je vous invite à réviser ça, ça vous évitera de vous faire avoir. Mais là, vous avez vu, on est à proximité d'un virage. Donc on ne peut pas, parce que si je m'arrête ici, le véhicule qui va être derrière moi va être obligé de se retrouver en contresens alors qu'on n'a pas de visibilité en face. Donc c'est pour ça que c'est interdit à proximité d'un virage.
Donc là, pour descendre un passager, est-ce que je m'arrête immédiatement sur le trottoir? Non, c'est interdit, réponse B. Le long du trottoir? Non plus, puisque je suis à proximité d'un virage, donc réponse B et D. La vitesse est limitée à 110 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 80 km/h, réponse D. Alors on peut voir qu'on a 3 voies de circulation. Il y en a 2 pour nous dans ce sens de circulation, donc il y en a une voie ici et une voie là. Ensuite, on a une ligne continue qui nous sépare de ceux d'en face avec le sens de circulation qui est ici. Là, vous devez le connaître par cœur quand vous avez 2 voies pour vous et une dans l'autre sens comme ça. C'est pas séparé par un terre-plein central, c'est uniquement une ligne continue. La limitation de vitesse est à 90 km/h. D'accord? Ça, c'est à retenir, à savoir par cœur. Donc, c'était réponse C. Dans cette situation, je cède le passage, réponse A, je passe, réponse B. On a un feu tricolore avec le feu qui est vert. Donc moi je suis au vert. En toute logique, ceux d'en face sont au vert. D'ailleurs, la petite croix rouge n'est pas allumée, donc ils devraient être au vert. Et sur les côtés, logiquement, ils sont au rouge. Si on regarde bien, on voit le feu qui est rouge ici. Donc les pompiers sont en rouge. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont prioritaires, même si le feu est rouge? Pour qu'ils soient prioritaires, ça veut dire qu'ils seront en intervention. Et quand ils sont en intervention, ils doivent mettre la sirène et le gyrophare. Là, il n'y a rien. Donc, c'est un véhicule qui n'est pas en intervention, donc c'est un véhicule qui circule sur la route comme n'importe qui d'autre. Donc, je dois le considérer comme n'importe qui. Ce qui fait qu'il doit respecter son feu rouge. Donc, moi, je passe. Réponse B. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement de plus de 1 mètre à l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Pour savoir si on peut dépasser à l'avant, il y a une règle, il est strictement interdit de dépasser l'avant d'une voiture, d'accord? Donc là, vous voyez, le kayak, il respecte, il ne dépasse pas le devant du pare-choc. À l'arrière, on a le droit jusqu'à 3 mètres au maximum, donc on peut dépasser jusqu'à 3 mètres. Mais il y a une réglementation spécifique, c'est-à-dire que si on dépasse les 1 mètre par rapport à l'aplomb arrière du véhicule, si on dépasse les 1 mètre, on doit mettre une signalisation qui est réfléchissante pour la journée et même lumineuse pour la nuit. D'accord? Donc entre les 1 mètre et 3 mètres, on doit avoir mis un dispositif particulier. Donc là, la réglementation autorise le dépassement d'un chargement de plus de 1 mètre à l'avant, non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière, non plus, c'est le maximum autorisé, donc réponse D. Sur autoroute, la première cause d'accident est l'alcool, réponse A, la vitesse, réponse B, la somnolence, réponse C, le non-respect des intervalles de sécurité, réponse D. Trop souvent, les conducteurs ne font pas de pause.
Une pause, c'est normalement conseillé toutes les 2 heures, mais les gens ne respectent pas beaucoup ça. Et du coup, la somnolence s'installe. Résultat, c'est que c'est la première cause d'accident sur autoroute quand même, avec 23% des accidents, c'est-à-dire presque un accident sur 4. Donc devant la vitesse, l'alcool et le non-respect des intervalles de sécurité, ça reste la première cause d'accident sur autoroute, c'est la somnolence. Donc réponse C. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc l'obtention du permis B vous permet de conduire les 2 types de voitures, que ce soit la boîte automatique ou la boîte manuelle. Attention, l'inverse n'est pas possible. Si vous passez le permis B en boîte automatique, vous ne pouvez pas conduire une boîte manuelle tant que vous n'avez pas fait le stage de formation pour pouvoir conduire ensuite la boîte manuelle. Ça sera spécifié sur votre permis de conduire. Donc là, c'était réponse A et C. Je transporte des enfants uniquement à l'arrière de ma voiture. J'active la sécurité enfant de la portière arrière droite, réponse A. J'active la sécurité enfant de la portière arrière gauche, réponse B. Je désactive l'airbag passager, réponse C. Alors, quand on transporte des enfants, eh bien, il faut bloquer les 2 portières, qu'ils soient installés du côté droit ou du côté gauche, qu'il y ait un ou plusieurs enfants, peu importe. Parce qu'un enfant peut très bien se pencher, ouvrir la portière, enlever sa ceinture pendant que vous conduisez, et là, vous pouvez rien faire, et ouvrir la portière. Donc, par sécurité, il faut mettre la sécurité sur les 2 portières, les sécurités enfants. Est-ce que je désactive l'airbag passager ? Non, il faut le maintenir parce que ça va éviter là, si la voiture est ballottée dans tous les sens ou qu'il y a un choc latéral, l'enfant va être projeté sur un côté et donc pour éviter de taper le montant qui est ici, là il va y avoir un airbag qui va se gonfler et donc l'enfant va arriver sur un coussin d'air et pas sur le montant, d'accord ? Donc ça va lui protéger et ça va éviter une fracture du crâne, par exemple. Dans quel cas on doit désactiver l'airbag ? C'est quand on met un enfant dos à la route, à l'avant. Donc là, je ne désactive pas l'airbag passager. Donc c'était réponse A et B. Je suis autorisé à conduire une voiture si mon champ visuel horizontal binoculaire est de 100 degrés, réponse A, 120 degrés, réponse B, 150 degrés, réponse C, 180 degrés, réponse D. Alors, le champ visuel, c'est la zone d'espace, la portion d'espace que voit un œil en regardant devant lui immobile. La vision binoculaire, elle, c'est la vision dans laquelle les 2 yeux, là on parle des 2 yeux, est utilisée en même temps. Le fait de voir avec les 2 yeux, ça a un avantage quand même, c'est que ça donne un champ visuel plus large. Par exemple, un humain, au maximum, a un champ visuel de 180 degrés environ avec les 2 yeux. Pour pouvoir conduire un véhicule automobile, mon champ visuel horizontal binoculaire doit être égal, au minimum, ça c'est la loi, à 120 degrés. Donc ce qui veut dire que c'est le minimum. Donc si moi j'ai une vision à 150 degrés, je peux aussi conduire, et 180 degrés, c'est impeccable, d'accord ? Mais le minimum, c'est 120 degrés. Mais là, ici, on vous demande pas si c'est le minimum. On vous demande, je suis autorisé à conduire une voiture si mon champ visuel est de... Donc 120 c'est le minimum, donc réponse B, 150 c'est toujours ok, 180 degrés c'est bon aussi, donc B, C et D.
Nous sommes 5 dans le véhicule, je démarre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on me précise que nous sommes 5 dans le véhicule et je vois qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas leur ceinture. Donc tant que tout le monde n'est pas ceinturé, je ne démarre pas. Donc c'était réponse B. Par sécurité, il est préférable de m'écarter du piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous avez vu, il y a un piéton qui est arrivé sur la droite. Alors la question c'est, est-ce que je peux m'écarter du piéton pour des raisons de sécurité? Alors je vais vous remettre la vidéo en arrière et regardez bien ce qui va se passer dans les rétroviseurs si on ne se fait pas dépasser. Alors là, je pense que vous avez vu, dans le rétroviseur, il y a eu un motard qui est arrivé. Donc là, le motard, il est certainement dans mon angle mort, il est sur ma gauche. Alors si je m'écarte pour éviter le risque avec lui, je vais certainement percuter le motard qui est sur ma gauche. Donc est-ce qu'il est préférable de m'écarter du piéton? Non, il ne faut pas s'écarter du piéton. Donc là, c'était réponse B. C'était le petit piège, il fallait bien regarder dans les rétroviseurs. J'ai fait le plein du réservoir de mon véhicule diesel avec de l'essence. Je peux circuler à vitesse réduite jusqu'à un garage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le fait de confondre gasoil et essence quand vous faites le plein, ça peut être dramatique. Donc si vous vous en rendez compte au moment où vous roulez, vous éteignez tout de suite le moteur le plus rapidement possible. Ensuite, si vous constatez l'erreur alors que la voiture elle est encore arrêtée au niveau de la pompe, c'est-à-dire que vous n'avez pas redémarré encore, et bien surtout il est important de ne pas redémarrer le moteur. Vous poussez la voiture afin de libérer quand même la pompe pour pas bloquer la station essence, et ensuite vous pouvez faire part de votre problème au personnel, parce qu'il y a des fois il y a certaines stations qui sont équipées pour faire des vidanges. Bon, ça reste assez rare, mais ça arrive quand même. Ensuite, si rien ne peut être fait en station, et dans ce cas-là, il faut contacter votre assurance automobile, et elle vous envoie un service d'assistance pour venir récupérer votre voiture et ensuite faire une vidange. Alors, quels sont les signes qui doivent vous alerter si vous circulez et que vous n'en êtes pas rendu compte tout de suite? C'est que ça fait des bruits violents, un peu de hoquet et des cliquetis quand vous circulez avec votre voiture. Ça fait des bruits anormaux. Alors quels sont les risques? Ça endommage le moteur et surtout la pompe à injection. Donc là, c'était réponse B. Les effets de l'alcool se font sentir. Des 0,2 g par litre. Réponse A. Des 0,5 g par litre. Réponse B. Des 0,8 g par litre. Réponse C. Alors il faut savoir que dès le premier verre, surtout pour les personnes de petits gabarits et pour les femmes, parce qu'elles ont un foie qui est moins important, dès le premier verre, il y a déjà un niveau d'attention, de concentration aussi, une résistance à la fatigue même aussi, qui est moins bonne, d'accord? Le champ visuel aussi commence à se réduire aussi. Et ça, un verre, ça correspond à peu près à 0,2. Donc là, c'était réponse A. J'effectue régulièrement le même trajet.
Ma vigilance a tendance à augmenter, réponse A, à diminuer, réponse B. Alors c'est vrai que quand on fait régulièrement les mêmes trajets, eh bien la vigilance, l'attention a tendance à diminuer. Il y en a même certains, je pense que vous en connaissez autour de vous à qui c'est arrivé, qui même un week-end, eh bien ont pris le trajet par exemple pour aller au travail. Et on roule un petit peu en pilote automatique. Certains, même quand ils font régulièrement les mêmes trajets et qui sont concentrés sur autre chose, du coup, ne se rappellent même plus s'ils ont passé le feu au vert ou pas. Donc il faut faire très attention quand on fait des trajets réguliers comme ça. Donc c'était réponse B, la vigilance a tendance à diminuer.